Tout commence par une course effrénée dans les couloirs de l'hôpital, direction les urgences. À l'intérieur, un patient est dans un état critique. Les infirmières remarquent que son rythme cardiaque et sa respiration se sont arrêtés. Juste à ce moment-là, notre protagoniste entre en action, commençant des compressions thoraciques pour essayer de ramener le patient. Heureusement, les efforts de l'équipe médicale portent leurs fruits, et le moniteur montre que le cœur du patient bat à nouveau. La situation étant sous contrôle, 2 infirmières poussent un soupir de soulagement, remerciant le docteur Y d'avoir encore une fois sauvé la situation. L'une d'elles en profite pour bavarder sur un autre docteur, le traitant de parfait crétin. Mais notre type les entend et intervient, disant que ce n'est pas grave. Son travail est de sauver des vies, même si cela signifie prendre un peu de retard. Il informe ensuite les infirmières que le patient est stable et qu'elles peuvent l'appeler si elles ont besoin de quoi que ce soit. Alors que le docteur s'éloigne, les dames soupirent, commentant à quel point ce serait bien d'avoir un mari comme lui. Et sur ce, notre type se dirige finalement vers son appartement pour se reposer après une autre longue journée de travail. Quand il entre, il jette un coup d'œil à l'horloge et se rend compte qu'il est super en retard, pensant que sa copine, Lily, doit être inquiète. Le protagoniste se dit qu'il a trop travaillé et décide de prendre le week-end pour se faire pardonner. Alors qu'il s'approche de la salle de bain, il entend la voix de sa copine dire que quelqu'un lui manque. Notre type entrouvre la porte juste un petit peu pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais ce qu'il voit n'a rien de bon. Avec un regard de pur choc, il se demande comment cela pourrait être possible, réalisant qu'il s'est fait avoir depuis le début. Debout, figé devant la salle de bain, il regarde la scène se dérouler à travers la vapeur. Le cœur brisé et rempli de rage, le poing de notre MC se serre fortement. Dans sa tête, notre type se demande qui pourrait être cet autre homme. Mais ensuite, il se dit, à quoi bon? Il vaut mieux les quitter avec un brin de dignité. À l'intérieur, la fille presse son amant, lui disant de se dépêcher et de partir avant que Chu ne rentre à la maison. L'homme demande ensuite si elle ne trouve pas toute cette situation risquée un peu plus excitante. En entendant la voix du type, notre protagoniste réalise qu'il le connaît de quelque part. Sa copine demande ensuite si son amant a parlé de sa promotion à son père. Il confirme qu'il va l'aider, et notre type reconnaît finalement la voix de Go Xiaokong. À ce moment-là, il comprend que Lily l'a échangé contre ce type, tout ça pour une promotion. Le jeune homme continue d'écouter et comprend qu'il parle de son travail. Gu se vante que notre protagoniste n'a aucune chance parce que son père décide de tout là-bas. Le rival se moque même de notre MC, le traitant de loser pour ne pas être allé plus loin avec elle. Il continue de la provoquer, lui demandant si elle se sent au moins un petit peu désolée pour son copain. Avec mépris, elle répond que c'est juste un bâtard, et qu'elle ne pourrait pas s'en soucier moins. En entendant ça, notre protagoniste est complètement abasourdi, le mot bâtard le frappe là où ça fait mal. Après tout, sa propre mère a été chassée de sa famille pour cette raison même, et c'est un poids qu'il porte depuis toujours. Dans la salle de bain, le rival curieux demande pourquoi, et la fille révèle que notre MC ne sait même pas qui est son propre père. L'amant se moque alors de la situation et fait une blague de mauvais goût sur la mère de notre protagoniste. Mais c'en était trop, notre type défonce la porte de la salle de bain et assène un bon coup de poing en plein visage de son rival. Surpris par l'intrusion, le rival demande qui c'est. Mais notre MC ne dit pas un mot, se contentant de les regarder tous les deux avec un regard de pure fureur. L'amant le reconnaît finalement, et l'ex-copine panique, réalisant qu'il a tout découvert. Le cœur brisé, le protagoniste dit qu'il n'aurait jamais imaginé que Zhang Lily était ce genre de personne. La fille se couvre d'une serviette et rétorque qu'elle devait être aveugle pour être tombée amoureuse d'un loser comme lui. Elle continue en se plaignant qu'en plus de 2 ans de relation, tout ce qu'elle a eu, c'est un vieux bracelet. Elle arrache le bracelet et dit qu'à partir de maintenant, ils feront leur propre chemin. Notre type a un flashback de l'époque où elle était heureuse et se demande comment elle a pu autant changer. Il baisse ensuite les yeux sur le bracelet qu'elle a jeté par terre, réfléchissant à la fin de leur relation. Le rival le provoque, lui demandant s'il veut rester dans les parages et regarder le spectacle. Sur ce, la patience de notre MC s'épuise, et il assène un autre coup de poing au rival. L'amant se plaint d'avoir été frappé à nouveau, et on voit que le coup de poing lui a fait tomber une dent. Mais le type refuse de reculer, criant qu'il n'a pas peur de lui alors que la fille regarde tout ça se dérouler. Le rival se jette en avant et assène un coup de poing qui envoie notre MC s'écraser au sol. Sans une once de pitié, l'agresseur écrase violemment la main de notre type, qui est à terre et sans défense. Avec un sourire cruel, l'agresseur enfonce son pied dans la main de notre MC, et dit qu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Après ça, le rival dit à la fille qu'il est temps d'y aller, le laissant sur le sol comme un parfait loser. Alors qu'il est allongé sur le sol avec sa main blessée, une voix mystérieuse sort soudainement du bracelet. La voix se présente comme un ancêtre de la famille YE, révélant qu'il a laissé sa conscience dans le bijou. L'esprit se lamente de voir ses descendants dans un tel désespoir, et décide d'enseigner au jeune homme tout ce qu'il sait. Mais il l'avertit que si notre type ne suit pas ses leçons, sa fin sera tragique et solitaire. Soudain, un dragon d'énergie dorée jaillit de l'objet et percute la poitrine de notre protagoniste.
Il ressent une immense douleur et est complètement stupéfait par la vision. Dès que la vision se termine, le jeune homme se retrouve dans la salle de bain sans savoir ce qui vient de se passer. En colère, il se souvient de la trahison et maudit le couple ignoble pour tout ce qu'ils ont fait. Juste à ce moment-là, le jeune homme se lève et remarque une étrange aura bleue émanant de ses mains. Il regarde sa main, qui était blessée auparavant, et se demande ce qui se passe. Toujours confus, notre MC commence à se demander si ce rêve qu'il a fait était réel ou juste une hallucination. Ensuite, un flot de connaissances sur les anciens talismans et amulettes se précipite dans l'esprit du protagoniste. Il découvre différents types de sorts, notamment des talismans pour la chance, la malchance et même le mouvement. Les connaissances continuent d'affluer, et il découvre 108 types de sorts, dont l'exorcisme et la vision céleste. Complètement choqué par tout cela, le protagoniste se demande ce qui se passe. En regardant ses mains, le protagoniste est stupéfait par l'énergie bleue qui en émane. Soudain, son téléphone portable commence à sonner et l'identification de l'appelant affiche le nom de Mademoiselle Bebing. Toujours sur le sol, il répond à l'appel et demande si la directrice B voulait lui parler. À l'autre bout du fil, une femme qui semble furieuse ordonne au jeune homme de la rencontrer à l'hôpital dès le lendemain matin. Sans le remettre en question, notre type accepte simplement l'ordre et raccroche. Il réfléchit ensuite à ce qui aurait pu se passer, car la directrice n'avait jamais été aussi en colère contre qui que ce soit auparavant. Le lendemain matin, le protagoniste se rend à l'hôpital pour rencontrer son patron, comme prévu. Dès qu'il entre dans le couloir, quelques personnes sont surprises de voir passer une femme élégante. D'autres patients la reconnaissent, commentant que c'est la célèbre professeure Bei qui a opéré des membres de leur famille. Il s'agit de Bebing, la plus jeune chirurgienne en chef de Jiangsu, avec un CV impressionnant et mystérieux. Pendant ce temps, notre protagoniste se promène dans les couloirs, et certains médecins le dévisagent avec mépris. Les autres médecins chuchotent entre eux, se demandant comment il ose encore se montrer ici. Ignorant tous les commentaires désagréables, le jeune homme arrive enfin à la porte du bureau du directeur. Il prend une grande inspiration, l'air assez nerveux à propos de ce qui va se passer. Rassemblant son courage, le jeune homme frappe à la porte et se présente au directeur B. Une voix lui dit d'entrer, et notre gars reste figé devant le bureau du directeur. Avec un regard sérieux, la femme demande si notre protagoniste sait pourquoi elle l'a convoqué. Visiblement nerveux, le jeune homme répond qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais le directeur lui lance un regard froid et dit qu'elle l'a toujours tenu en haute estime. La femme se met en colère et lui jette une pile de papiers, disant qu'il l'a profondément déçu. Sur les papiers se trouvent 2 rapports médicaux identiques, mais l'un est signé par lui et l'autre par Go Xiaokong. Complètement choqué, le protagoniste se demande comment sa thèse et celle de Go Xiaokong peuvent être exactement les mêmes. Son patron l'accuse de plagiat, et le jeune homme tombe à genoux, essayant d'expliquer qu'il a passé tout le mois à travailler sur cette thèse. Il dit ensuite que son ex-petite amie, Zhang Lili, était de garde avec lui et peut prouver son innocence. Cependant, la femme n'en croit pas un mot et révèle que Zhang Lili a témoigné contre lui. Dévasté, le jeune homme n'arrive pas à croire que son ex-petite amie l'ait encore trahi de cette façon. Le directeur l'informe ensuite qu'à compter d'aujourd'hui, il est renvoyé de la clinique et sera transféré. Choqué, notre protagoniste se demande comment il pourra un jour être médecin s'il a été rétrogradé à un poste d'infirmier. Complètement vaincu, le jeune homme quitte le bureau et passe devant les mêmes médecins qui le méprisaient auparavant. Avec un regard plein de haine, il jure qu'il fera payer à ce couple de traîtres tout ce qu'ils ont fait. Encore secoué par la nouvelle, le protagoniste attend l'ascenseur pour quitter l'étage. Juste à ce moment-là, les portes métalliques commencent à s'ouvrir lentement juste devant lui. À sa grande surprise, il y a son ex-petite amie et son amant enlacés. Le sang de notre protagoniste ne fait qu'un tour, il se dit qu'on rencontre vraiment ses ennemis dans les pires endroits possibles. Le rival le nargue, disant quelle coïncidence de le rencontrer, et notre gars maudit sa malchance. L'antagoniste dit qu'il a de la chance que Bebing veille sur lui. Notre protagoniste est confus, ne comprenant pas pourquoi il mentionnerait le directeur B. Puis les traîtres font mine d'être surpris et demandent si les deux ne sont pas impliqués d'une manière ou d'une autre. Pour le provoquer, le gars pose une question inappropriée sur le directeur, et notre protagoniste s'énerve. À ce moment-là, l'ex-petite amie intervient en disant qu'elle s'est débarrassée du meilleur stagiaire pour qu'il puisse briller. Le méchant continue de se moquer de lui, disant qu'il peut faire ce qu'il veut à notre protagoniste à l'hôpital. Le jeune homme réalise alors que le directeur essaie en fait de l'aider et qu'il ne peut pas quitter l'hôpital. L'amant demande pourquoi elle est sortie avec un tel déchet, et la fille dit que c'est parce qu'elle ne le connaissait pas à l'époque. Sourire aux lèvres, le rival invite la fille à l'hôtel, et elle fait la timide. Il continue de le narguer tandis que notre protagoniste regarde la scène en silence complet. Mais à l'intérieur, le jeune homme est absolument furieux, serrant les poings fermement. Il se souvient alors que l'ascenseur a des caméras et sait qu'il ne peut rien faire pour le moment. Notre gars se calme, décidant qu'il peut se retenir encore un peu. Après tout, la vengeance est un plat qui se mange froid. Finalement, l'ascenseur atteint le rez-de-chaussée, et une sonnerie résonne dans la zone. Dès que la porte s'ouvre, le rival l'empêche de partir, l'attrapant par l'épaule.
Avec un regard de mépris, notre protagoniste demande ce qu'il pourrait bien vouloir d'autre de lui. L'antagoniste se contente de rire et dit qu'il ne va pas faciliter la tâche du gars à l'hôpital. À ce moment-là, le traître commence à crier pour attirer l'attention de tout le monde dans le hall. Il invente ensuite une histoire de plagiat et d'agression pour ruiner la réputation de notre protagoniste. Avec cela, les gens autour d'eux commencent à chuchoter et à juger le jeune homme sans connaître la vérité. Même les autres employés sont choqués, disant à quel point il est effrayant d'avoir un collègue comme ça. RMC grince des dents de colère mais continue de se retenir pour éviter d'aggraver les choses. Mais le méchant n'en a pas encore fini et demande l'attention de tout le monde pour une chose de plus. L'antagoniste révèle alors que le jeune homme a été élevé par une mère célibataire, l'humiliant devant tout le monde. Cette insulte finale semble avoir touché un point sensible, et la colère de notre gars s'enflamme. Les gens autour d'eux sont choqués par la révélation sur la famille du protagoniste. Quelques gars commencent à se moquer de lui, se demandant comment quelqu'un comme ça pourrait devenir médecin. Incapable de supporter plus d'humiliation, RMC commence à courir, essayant de s'éloigner de tous les escaliers. Il réalise alors que s'il part comme ça, sa carrière de médecin sera terminée pour de bon. Soudain, Erga cesse de courir, et une aura bleue l'entoure alors qu'une idée jaillit dans son esprit. Alors que le rival se moque de lui pour s'être enfui, RMC décide qu'il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Avec un regard furieux, le protagoniste demande si le rival n'a pas peur des conséquences de ses mensonges. Mais l'antagoniste se contente de ricaner, disant qu'il n'a peur de rien, parce qu'il ne fait que dire la vérité. Avec un sourire subtil sur les lèvres, notre protagoniste se prépare à passer à l'action. Puis, de nulle part, l'antagoniste s'effondre, crachant une gorgée de liquide rouge. Le méchant est à terre alors que tout le monde se demande ce qui vient de lui arriver. Quelque chose appartenant au méchant se brise sur le sol avec un grand fracas. Allongé sur le sol, l'antagoniste jure de douleur, le visage couvert de coupures. Juste à ce moment-là, le gars crie de douleur, et son ex-petite amie regarde, complètement choqué par la situation. Avec cela, la fille se précipite pour l'aider et demande s'il va bien, mais il répond juste sarcastiquement. Le protagoniste s'approche alors et demande si le rival ne pense pas que c'est le karma. En entendant cela, la fille est complètement stupéfaite par les mots de notre protagoniste. Se tournant vers le jeune homme, la fille l'accuse d'avoir tout planifié, et il lui demande simplement si elle a des preuves. Le traître demande alors à la fille de l'aider à se rendre aux urgences, et elle accepte. Alors qu'elle l'aide, l'ex-petite amie dit au gars de tenir bon parce qu'elle va l'aider. Une infirmière qui passait par la trébuche et crie. Le plateau qu'elle portait s'envole, et des flacons de médicaments se brisent en plein vol. Le liquide éclabousse directement sur les blessures du rival, et il crie de douleur à cause de la piqûre. L'ex-petite amie est choquée par ce qui se passe. L'infirmière s'excuse abondamment tandis que la fille la gronde pour ne pas faire attention. La fille crie aux autres infirmières d'apporter un fauteuil roulant pour déplacer l'homme blessé. La fille installe le rival dans le fauteuil roulant et dit qu'elle va l'emmener aux urgences. Mais quand ils essaient d'entrer dans l'ascenseur, ils se bloquent. Avec cela, l'antagoniste crie de douleur alors que la porte de l'ascenseur écrase son corps. L'ex-petite amie essaie de le tirer, mais il se plaint qu'elle lui fait mal. Juste à ce moment, des gardes de sécurité arrivent et tentent d'ouvrir la porte de force pendant que le méchant hurle. Soudain, les lumières de l'hôpital s'éteignent, plongeant tout dans l'obscurité complète. Pris au piège dans le noir, le traître panique et commence à crier désespérément à l'aide. Les gens autour d'eux commencent à se demander si c'est vraiment une sorte de punition divine. Pendant ce temps, notre protagoniste regarde simplement la scène se dérouler avec un regard froid et calculateur. L'histoire revient ensuite une heure en arrière, montrant un ancien livre de sorts. Nous voyons notre type tenant un talisman et disant qu'il va le tester sur quelqu'un. L'objet se révèle être un puissant talisman de malchance enveloppé d'une aura bleue. De retour dans le présent, le jeune homme pense que le mal est toujours puni et que l'objet a fonctionné à merveille. On révèle alors que le talisman est dans la poche de notre MC. Avec un sourire satisfait, notre MC observe le chaos qu'il a lui-même créé. La scène se déplace ensuite vers le jardin à l'entrée de l'hôpital, où il y a un grand étang. Le protagoniste passe, pensant qu'il ne peut pas encore rentrer chez lui et inquiéter sa mère. Mais soudain, il entend un cri et réalise que quelqu'un vient de tomber dans l'eau. Un enfant se débat dans l'étang, et les gens autour crient désespérément à l'aide. Le petit garçon commence à couler, et quelqu'un crie qu'il faut appeler une ambulance. Sans une seconde de réflexion, notre MC sprinte vers l'étang pour sauver le garçon. Puis il plonge dans l'eau. Concentré sur le sauvetage, notre gars nage de toutes ses forces pour atteindre le garçon en danger. Il réussit à attraper l'enfant et commence à nager vers le bord de l'étang. Une fois sur la terre ferme, le jeune homme demande où sont les parents de l'enfant, et quelqu'un crie que les secours arrivent. Mais le petit garçon est inconscient et ne bouge pas, ce qui inquiète énormément tout le monde autour d'eux. Réalisant la gravité de la situation, notre MC ne perd pas une seconde et commence la RCR pour le ranimer. Le garçon commence à réagir, ses yeux s'ouvrant en papillonnant. Après quelques instants de tension, le garçon finit par tousser, recrachant toute l'eau qu'il a avalée. Désorienté, le garçon demande qui il est, et notre MC lui dit qu'il l'a sauvé et lui pose des questions sur sa famille.
Soudain, un vieil homme et son garde du corps arrivent en courant, appelant le nom du garçon, qui crie « grand-père ». Le vieil homme serre son petit-fils dans ses bras, inquiet à mort, et lui demande s'il est blessé, mais le garçon s'excuse juste pour l'accident. Le petit garçon pointe ensuite notre protagoniste et dit que c'est lui qui l'a sorti de l'eau. Notre gars suggère ensuite qu'ils emmènent le garçon à l'hôpital et avertit le grand-père d'être plus prudent. Le garde du corps n'aime pas son ton et demande si le jeune homme sait à qui il parle, mais le vieil homme le gronde. Le gentilhomme demande ensuite à son assistant d'emmener son petit-fils à la voiture, car ils ont vraiment besoin d'aller à l'hôpital. Se tournant vers notre MC, le vieil homme le remercie et admet qu'il a raison, promettant d'être plus prudent. En regardant de plus près, le jeune homme remarque la chaîne en or du vieil homme, indiquant qu'il est quelqu'un de riche. Ses vêtements ont également l'air de haute qualité, confirmant que ce vieil homme n'est pas une personne ordinaire. Avec cette prise de conscience, notre MC devient un peu nerveux car il comprend la situation dans laquelle il est tombé. Mais le gentilhomme le remercie à nouveau et lui demande son nom, afin qu'il puisse le rembourser, et le jeune homme se présente, disant que ce n'était rien. En signe de gratitude, le vieil homme lui offre une carte avec 500 000, mais le protagoniste la refuse. Il se regarde pendant un instant, et le vieil homme. Changeant de sujet, notre MC demande si le gentilhomme ressent souvent une sorte d'inconfort. Le vieil homme est surpris par la question et le nie, disant qu'il passe des examens réguliers et qu'il est en parfaite santé. RMC dit alors qu'il sent quelque chose de différent à son sujet, mais ajoute qu'il pourrait se tromper et lui dit de ne pas y prêter attention. Sur ce, le jeune homme dit au revoir et rappelle au gentilhomme d'emmener son petit-fils chez le médecin pour un examen. Regardant le jeune homme s'éloigner, le vieil homme reste à réfléchir à ce qui vient de se passer. Il se souvient qu'il a consulté les meilleurs médecins du monde au fil des ans pour gérer sa santé. Mais malgré tous leurs efforts, aucun d'eux n'a jamais pu diagnostiquer la grave maladie qu'il avait. Il se demande alors si le ciel donne à un mourant une chance de vivre quelques années de plus. Maintenant dans la voiture, le gentilhomme appelle son garde du corps, qui demande ce que le roi dragon souhaite faire. Le roi dragon ordonne ensuite à son assistant de découvrir tout sur le jeune homme, disant qu'il veut connaître chaque détail de sa vie. Pendant ce temps, notre MC n'a aucune idée qu'il vient d'attirer l'attention de quelqu'un de très influent. Arrivant à la maison, notre MC appelle sa mère, lui faisant savoir qu'il est de retour. Juste à ce moment, sa mère apparaît avec une assiette de nourriture et lui demande pourquoi il est tout mouillé. Elle lui sèche les cheveux et devine qu'il est tombé dans le lac, ce qui surprend le jeune homme. Mais la nourriture sent bon, et sa mère insiste pour qu'il lui raconte ce qui s'est passé. Il explique donc qu'il a sauvé un enfant de la noyade, que le grand-père du garçon s'est présenté juste après. Sa mère dit qu'il a bien fait, mais lui demande d'être prudent car sa vie est précieuse pour elle. Elle souligne qu'il est son monde entier et qu'elle ne veut pas qu'il arrive quoi que ce soit à son fils. Le jeune homme répond qu'elle est importante aussi, et plaisante en disant qu'il va tomber malade si elle continue à le nourrir comme ça. La dame sourit à la blague, et nous apprenons que son nom est Chian Ginglin, et qu'elle vient d'une grande famille. Notre MC se souvient avoir trouvé de vieilles photos qui le prouvent, mais sa mère ne parle jamais du passé. Il pense que même s'ils étaient une famille riche, ils ont été chassés et n'ont plus jamais eu de contact. À cause de cela, il porte l'image de sa mère souffrant, car elle a été forcée de partir avec lui alors qu'il n'était qu'un bébé. Mais le protagoniste déteste encore plus l'homme qui les a abandonnés, celui qu'il n'a jamais rencontré. Il considère son père comme un homme irresponsable, qui ne mérite pas de vivre pour avoir laissé sa mère toute seule. Le jeune homme soupire, se souvenant que chaque fois qu'il posait des questions sur son père, sa mère devenait juste silencieuse et triste. Il décide d'abandonner, sachant que cela ne ferait que rendre sa mère triste de ramener ses souvenirs. Sa mère lui demande ensuite d'appeler Lily pour le dîner parce qu'elle veut parler à la jeune fille. Elle dit qu'elle veut bientôt voir ses petits-enfants, et cela bouleverse visiblement le protagoniste. Le jeune homme dit au revoir, prétendant qu'il est fatigué, et sa mère convient qu'il a besoin de se reposer, puis entre dans sa chambre et ferme la porte. Allongé dans son lit, il pense qu'il doit parler à sa mère de quelque chose d'important. Le truc, c'est qu'il n'a aucune idée de comment dire à sa mère que sa petite amie l'a trompé. Fatigué d'y penser, il se retourne dans son lit, incapable de dormir. Soudain, il se souvient de quelque chose d'important qui pourrait tout changer. Il se souvient alors de la collection complète de talismans de Maoshan que sa famille possède. Mais il se souvient que la collection ne se limite pas seulement aux talismans. La famille Y possède également de nombreux secrets d'arts médicaux et martiaux, parmi d'autres techniques. Puisqu'il ne peut pas dormir, il décide de faire quelque chose d'utile avec cette connaissance. Et ainsi, la nuit passe vite, et un nouveau jour commence. Le jeune homme est resté éveillé toute la nuit, émerveillé par les trésors de sa famille. Il regarde ensuite l'horloge, qui indique 8h10, et réalise qu'il doit aller au travail. Pressé, le jeune homme dit au revoir à sa mère, qui lui dit de se calmer et qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter. Une fois son fils parti, la dame sourit et pense à l'énergie incroyable de ce garçon. En arrivant à l'hôpital, nous voyons un panneau indiquant le poste des infirmières. Là, notre protagoniste trouve quelques infirmières, et l'une d'elles a l'air assez secouée.
Un collègue explique que le patient de la chambre 301 est difficile et a déjà renvoyé 4 personnes. Juste à ce moment-là, l'infirmière en chef arrive et désigne notre protagoniste pour s'occuper de ce patient compliqué. N'ayant guère le choix, notre gars accepte et se dirige vers la chambre de la femme. À sa grande surprise, la patiente est une très belle femme qui l'invite à entrer. Le protagoniste reste sans voix et rougit devant la beauté de la femme devant lui. Elle interroge ensuite l'hôpital pour avoir envoyé un infirmier pour s'occuper d'elle. Il essaie d'être professionnel, montre son badge et se présente comme Y qui. La patiente répète son nom et, avec un sourire, le tire plus près d'elle sur le lit. La femme lui demande ce qu'il a pensé quand il l'a vue pour la première fois, et notre gars balbutie qu'il l'a trouvée belle. Elle se penche près de son oreille et lui demande quelle partie d'elle il préfère. Elle rapproche lentement son visage de celui de notre maître de cérémonie. Puis son corps crée clairement une ambiance. Notre gars devient totalement confus et essaie doucement de la repousser pour garder son calme. La femme rit et dit qu'il est timide et qu'il n'a pas été très honnête dans sa réponse. Notre maître de cérémonie essaie de garder son calme et l'informe qu'il va examiner sa jambe. Mais elle le taquine, disant qu'elle est timide, que c'est bizarre de se faire toucher la jambe par quelqu'un. Ignorant la provocation, le jeune homme s'agenouille pour commencer la procédure. Avec précaution, il commence à examiner la jambe blessée de la patiente. En retirant le bandage, il voit une grande cicatrice, et elle se plaint d'une douleur intense. À ce moment-là, le jeune homme demande comment elle s'est fait cette blessure. La femme explique qu'il s'agissait d'un accident de voiture qui lui a brisé les os. En analysant la blessure, notre maître de cérémonie se rend compte qu'elle n'a pas besoin d'une autre opération. Juste à ce moment-là, un médecin entre dans la pièce, et la patiente dit qu'elle ne veut pas se retrouver avec des cicatrices. Elle dit qu'elle était de mauvaise humeur, mais l'infirmier lui a beaucoup remonté le moral. La femme interroge le médecin au sujet de la cicatrice, et il dit qu'il faudra des mois pour la traiter. La femme est visiblement déçue et demande s'il existe une autre solution. Le protagoniste intervient alors en disant qu'il peut la guérir en une semaine. Le médecin se met en colère et crie sur le jeune homme, le traitant de charlatan. L'assistant du médecin se fâche également, disant qu'une infirmière n'est pas autorisée à faire un diagnostic. Mais la patiente interrompt la discussion avec un regard sérieux. Le médecin essaie de la convaincre de ne pas écouter le jeune homme, qualifiant cela de superstition, mais elle dit au médecin de se taire. La femme se lève ensuite et le met au défi, lui demandant s'il peut vraiment enlever ses cicatrices en un mois. Le protagoniste lui explique, et elle est confuse par la mention de sort, se demandant ce qu'il vient de dire. Notre gars explique alors qu'il s'agit de techniques secrètes dotées de pouvoirs magiques, et non de superstition. Elle lui demande s'il peut vraiment enlever ses cicatrices, et le jeune homme dit qu'il faudra environ 5 minutes. Le médecin et son assistant ne le croient pas et se demandent pourquoi il n'est qu'infirmier s'il est si puissant. Le protagoniste est mal à l'aise et explique qu'il a été piégé par un type nommé Gauchocon. Le médecin lui dit d'arrêter de chercher des excuses, mais la patiente l'interrompt et dit au médecin de se taire. Elle se plaint que les hôpitaux ne servent à rien et puisqu'ils ne peuvent pas l'aider, il ne devrait pas se mettre en travers du chemin de quelqu'un qui le peut. Que la femme engage le jeune homme comme son infirmier personnel et lui dit de commencer. Notre maître de cérémonie la remercie de sa confiance et dit qu'il va commencer la procédure immédiatement. Il fait ensuite un signe de la main et une énergie dorée commence à tourbillonner autour de lui. Notre gars concentre toute cette puissance dans ses mains, formant une sphère de lumière brillante. D'un mouvement rapide, il place un talisman en papier sur sa blessure. Le médecin regarde toute la scène avec un sourire narquois, disant que le protagoniste est un bon acteur. L'assistant est d'accord, suggérant qu'il devrait tenter sa chance comme acteur plutôt que comme infirmier. Mais notre maître de cérémonie les ignore simplement tous les deux, restant complètement concentré sur son sort. Soudain, le talisman sur sa jambe commence à briller d'une lumière très vive. La patiente est choquée de voir que sa cicatrice a tout simplement disparu. Le médecin fixe sa jambe avec incrédulité, incapable de comprendre ce qu'il voit. La peau de la femme est impeccable, et le médecin se demande comment cela est possible. Désespéré, le médecin saisit sa jambe et crie qu'il est impossible de se rétablir aussi vite. Mais la patiente est furieuse et le repousse d'un coup de pied, le traitant de vieil homme effrayant. Avec un regard froid, la femme dit que s'il n'a rien d'autre à faire là-bas, il peut partir. Le médecin est gêné et essaie de s'excuser, disant que ce n'était pas son intention. La femme demande ensuite à notre maître de cérémonie de lui enseigner quelques astuces de beauté, et il accepte. À l'extérieur de l'hôpital, il y a une foule considérable. Le médecin marche en silence, l'air très pensif à propos de ce qui vient de se passer. Son assistant demande ensuite si le protagoniste est vraiment si puissant et comment il a fait. Agacé, le médecin crie sur son assistant et lui dit de fermer sa bouche immédiatement. Le médecin dit ensuite au jeune homme de retourner au bureau, car il a besoin d'être seul. Pendant ce temps, nous voyons la chambre de la patiente, maintenant vide et calme. La patiente reste silencieuse un instant, se contentant de regarder le jeune homme avec une expression pensive. Remarquant son regard, la femme l'interroge à ce sujet, et il lui demande s'il y a quelque chose sur son visage. Avec un sourire, elle s'approche très près de lui, et RMC balbutie que le gonflement est normal. Elle laisse alors échapper un doux rire,
amusée par la réaction timide du protagoniste. Montant sur le lit, la femme pose une autre question audacieuse, et notre gars dit qu'elle est très directe. La femme continue de le taquiner, lui demandant s'il ne peut pas se contrôler parce qu'elle est trop belle. Sur ce, le protagoniste devient complètement rouge, ne sachant pas comment répondre à la jeune fille. Elle rit ensuite et dit que le jeune homme est doué pour rendre les autres heureux, et qu'elle lui fera confiance. La patiente se présente alors officiellement comme Lin Jingji et lui tend la main. C'est un visage drôle, pensant que le surnom, Félin, lui convient beaucoup mieux. Juste à ce moment-là, la femme demande ce qu'il a dit, mais le jeune homme minimise, disant que ce n'était rien. Mais elle sourit et dit qu'elle l'a entendu et que tout le monde l'appelle Félin dans son dos. Le protagoniste dit alors qu'il n'est pas tout à fait exact de l'appeler une fée, la laissant perplexe. Il explique avec un sourire qu'elle est en fait encore plus belle qu'une fée. La femme est charmée et dit qu'il est habile et gentil, alors elle lui accordera un vœu. Notre gars réfléchit un instant et demande à être son infirmier pendant un mois, car il pourrait devoir partir. Lin Jingji ne comprend pas, disant que c'est du gâchis, et qu'elle pourrait le présenter à de riches dames. Mais le jeune homme explique que son but n'est pas l'argent, mais de sauver des vies en tant que vrai médecin. La femme le regarde en silence, semblant impressionnée par la détermination du protagoniste. Avec un doux sourire, elle ferme les yeux et dit qu'elle comprend enfin ce qu'il veut. Elle dit qu'elle aime les hommes avec des rêves, et à partir de maintenant, il est son infirmier exclusif. RMC est surpris mais très heureux et remercie Mademoiselle Lin pour cette opportunité. Il demande ensuite s'ils ont besoin d'un contrat, et elle trouve le jeune homme très intéressant. Après le départ du protagoniste, la femme est seule dans sa chambre et prend son téléphone. Elle appelle ensuite quelqu'un et lui demande d'enquêter sur tout ce qui concerne un infirmier nommé Y. Quelques instants plus tard, la patiente reçoit un fichier sur son téléphone avec toutes les informations le concernant. En lisant le fichier, elle découvre que notre MC a des antécédents de plagiat et de trahison. Soudain, on frappe à la porte, et un homme en blouse de laboratoire la salue avec un sourire. Avec une expression sérieuse, la femme demande qui il était ce qu'il fait là. L'homme se présente comme le docteur Go Shu Kang du service de chirurgie. Il commence ensuite à calomnier notre MC, affirmant qu'il a plagié sa thèse et qu'il est une mauvaise personne. Juste à ce moment-là, le protagoniste revient, et Go dit à Lin de le virer parce qu'il ne peut pas être fiable. La femme sourit et répète au jeune homme tout ce que le docteur a dit sur lui, qu'il est paresseux. Notre gars se met en colère et dit à Gu de ne pas trop pousser sa chance, mais le rival se contente de le regarder fixement. Le docteur se tourne ensuite vers la patiente et lui demande de bien vouloir tenir compte de sa suggestion. Mais la femme demande ce qui se passe si elle insiste pour engager notre MC comme infirmier. Le docteur la menace, disant que l'hôpital ne sera pas responsable des problèmes. Agacée, la femme demande s'il la menace, et si l'hôpital est au courant de cela. La femme se tourne ensuite vers le protagoniste, l'air très irrité par la situation. Elle commence à expliquer la loi naturelle du monde et comment les animaux s'adaptent pour survivre. Mais il affirme qu'il n'est pas du genre à passer à autre chose, et qu'il préférerait changer le monde qui l'entoure. La patiente continue, disant que s'il est trop gentil, les gens vont profiter de lui. RMC répond avec un regard sérieux, disant qu'il comprend parfaitement ce qu'elle veut dire. Elle demande ensuite combien de temps il va laisser les autres le contrôler et l'utiliser. Le protagoniste regarde fixement le docteur, qui est surpris par son regard soudain, et lui demande ce qu'il veut. Go se met en colère contre l'attitude de notre gars et le maudit, les yeux remplis de rage. Sans hésitation, notre MC lui donne un coup de poing en plein visage au docteur rival. L'agitation continue dans la chambre de la patiente. Le docteur tient son visage, choqué, demandant comment le jeune homme a osé le frapper, mais notre gars répond avec un regard sérieux qu'il en a assez et qu'il ne tolérera plus ça. En colère, le rival se précipite en avant, criant que le protagoniste demande une fin tragique. Soudain, une voix ferme et calme leur ordonne d'arrêter de se battre immédiatement. C'était la patiente, qui les réprimandait pour avoir l'audace de se battre dans sa chambre. Le docteur se tourne alors vers elle avec un regard sérieux et se demande qui elle est exactement. Elle révèle qu'elle est quelqu'un que le fils du vice-président ne peut pas se permettre de provoquer et lui dit de sortir. À ce moment-là, Go a peur, pensant qu'il n'aurait peut-être pas dû agir de cette façon. Avant de partir, il regarde fixement le protagoniste et le menace, disant que ce n'est pas fini. Après le départ du docteur, notre MC se tourne et remercie Mademoiselle Lin pour son aide. La femme sourit alors et demande ce que ça fait de se défendre, et si c'était une bonne sensation pour lui. Avec un sourire, le jeune homme confirme que c'était génial, et les deux semblent amusés par la situation. Le protagoniste demande ensuite si elle pense qu'il est un lâche pour avoir tout supporté en silence. Mais la patiente le regarde et dit qu'il n'est pas un lâche, mais plutôt une personne très gentille. La femme dit qu'elle comprend son état d'esprit, étant nouveau dans la société et n'ayant aucun contact. Mais elle déclare avec un regard sérieux qu'elle n'admire pas du tout ce genre d'attitude. Le protagoniste reste silencieux, l'air surpris par les paroles dures de la patiente. Elle utilise ensuite une métaphore d'échec, disant que s'il est toujours le gentil garçon, les prédateurs prendront le dessus. Avec un sourire, la femme lui dit de ne pas la sous-estimer, car elle a vécu beaucoup plus longtemps que lui.
La femme explique que les puissants craignent toujours ceux qui n'ont rien à perdre. Elle continue, disant que plus les gens ont de statut et d'argent, plus ils ressentent de la peur. De plus, elle révèle que le protagoniste n'est pas complètement sans personne pour le soutenir. Le protagoniste est confus par la déclaration de la femme, ne comprenant pas ce qu'elle veut dire. Elle pose ensuite une main sur sa tête et dit qu'à partir de maintenant, elle sera sa protectrice. Notre gars touche sa cheville tout en étant réconforté. Les larmes aux yeux, notre gars remercie Mademoiselle Lin pour ce soutien inattendu. La patiente laisse échapper un petit rire, comme si elle trouvait la réaction du jeune homme un peu amusante. Elle lui tient le menton et dit qu'un simple merci ne suffit pas et le taquine. Le protagoniste devient complètement rouge, sans voix, à cause de la provocation de la femme. Riant, la femme dit que c'était juste une blague et lui demande de lui tendre le contrat. Sur ce, la patiente signe le contrat, et notre MC est soulagé d'avoir gardé sa mâchoire. La femme demande ensuite si le protagoniste peut guérir sa jambe, et il explique que le processus est lent. Voyant son ennui, notre MC propose de l'emmener faire une promenade, et elle est très excitée. Juste à ce moment-là, le jeune homme apparaît avec un fauteuil roulant, et la femme le félicite d'être si attentionné. Soudain, elle le serre dans ses bras et dit qu'elle va le choisir comme petit ami, laissant notre MC sous le choc. La femme s'assoit ensuite dans le fauteuil roulant, tout excitée, et ils partent enfin se promener. Pendant ce temps, la mère du protagoniste se présente, disant que son fils et sa petite amie doivent être occupés. Elle révèle ensuite une boîte à lunch spéciale avec une soupe qu'elle a préparée avec amour pour eux. Soudain, la femme se fige, choquée de voir quelque chose d'inattendu, et appelle le nom de Lily. Elle voit ensuite l'ex de son fils avec son docteur Rivalgo. La mère de notre MC confronte alors la fille, qui révèle qu'elle a rompu avec lui à cause d'un plagiat. Complètement choquée, la femme n'arrive pas à croire que son fils plagierait le travail de quelqu'un. Le docteur ricane alors, disant que le jeune homme a volé sa thèse et l'a même agressé à l'hôpital. Les yeux écarquillés, la pauvre dame assimile les accusations de plagiat et de licenciement. Désespérée, elle s'approche du docteur et le supplie, insistant sur le fait que tout doit être un malentendu. Mais la rivale, agacée par sa persistance, repousse la femme avec force. À ce moment, la boîte à lunch qu'elle tenait avec tant d'amour tombe et se brise sur le sol. Le médecin se moque de la soupe renversée et humilie la mère du protagoniste, lui disant de nettoyer. Malgré tout, la femme se ressaisit et continue de supplier pour le pardon au nom de son fils. N'ayant pas d'autre choix, la dame tombe à genoux, pensant qu'elle doit le faire pour son garçon. À genoux sur le sol, elle supplie le docteur Go de donner une autre chance à son cher fils. Avec un sourire arrogant, la rivale dit qu'il ne va pas se laisser prendre au chantage émotionnel de la dame. Juste à ce moment-là, le protagoniste apparaît et s'écrie sous le choc en voyant sa mère dans cette position. Le jeune homme se précipite pour l'aider à se relever, lui disant d'arrêter de s'humilier. Avec un regard plein de haine, notre perso principal fixe le docteur qui a humilié sa famille. Il se jette alors furieusement en avant et attrape le cou du rival de toutes ses forces. Désespérée, sa mère essaie de les séparer, disant que c'était sa faute d'avoir été à genoux. Même en étant étranglé, le rival provoque toujours le perso principal, le défiant de l'achever. Le protagoniste répond avec un regard froid, demandant s'il pense vraiment qu'il n'en a pas le courage. Il resserre alors son emprise sur le cou du médecin, et sa mère crie pour qu'il lâche prise. La femme demande désespérément si son fils peut encore l'entendre ou s'il va l'ignorer complètement. Notre gars se calme finalement. Le rival accuse notre gars d'avoir essayé de l'achever en public. La dame se dépêche alors de s'excuser, assumant toute la responsabilité du remue-ménage. Elle offre de l'argent au médecin pour aller aux urgences et couvrir tous les frais. Mais le rival est offensé et repousse sa main en criant si elle pense qu'il est une sorte de mendiant. Le médecin crie que même pour 1 million de yuan, il ne pardonnerait pas au jeune homme et que s'excuser est inutile. Plein de haine, notre perso principal fixe son rival, incapable de se contrôler plus longtemps. À ce moment, le protagoniste se jette en avant et assène un puissant coup de poing directement dans l'estomac du médecin. Sur ce, le rival s'effondre au sol dans une immense douleur, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Mais notre gars n'en a pas encore fini et attrape le col du médecin pour le relever. Il hisse ensuite le rival en l'air avec facilité. L'ex-petit ami du perso principal regarde de loin, paralysé par la scène violente. La mère du protagoniste est également sous le choc, les mains sur la bouche, incapable d'y croire. Avec ses yeux rouges brillants, notre perso principal avertit qu'il fera payer le médecin pour ce qu'il a fait. Le rival provoque alors notre gars, disant que l'endroit est plein de caméras et qu'il est fini. Désespérée, la mère du jeune homme crie son nom, le suppliant d'arrêter immédiatement. Pendant ce temps, l'ex-petit ami appelle le service de sécurité, demandant de l'aide rapidement. Mais le protagoniste ne semble pas perturbé par les menaces, conservant un regard froid et déterminé. Il jette alors simplement le médecin au sol avec une force impressionnante, sans hésitation. Impardonnable, notre gars piétine durement la main du rival, qui hurle de douleur à cause de l'impact. Le protagoniste dit qu'il a supporté la trahison et le plagiat, tandis que l'autre homme supplie qu'on le lâche. Le tirant par le col,
notre perso principal dit qu'il a osé blesser sa mère, et c'est quelque chose qu'il ne pardonnera pas. Sur ce, Dr. Gu tombe à nouveau au sol, toussant de manière incontrôlable à cause de ses blessures. Le protagoniste s'approche alors et, avec un regard sérieux, exige qu'il s'excuse auprès de sa mère. Même au sol et blessé, le rival refuse de s'excuser auprès de la dame, et lui dit de continuer à rêver. À ce moment, la fureur du jeune homme explose et il avertit que le médecin paiera de sa vie. Il se jette une fois de plus en avant, jurant de se battre jusqu'à ce que son ennemi admette son erreur. Le perso principal assène alors un coup dévastateur qui fait cracher le rival à cause de la douleur intense. Mais soudain, une femme apparaît et crie au protagoniste d'arrêter, surprenant le jeune homme. La femme avertit le jeune homme, disant que cela suffit et qu'il ira en prison s'il continue. L'ex-petit ami court alors vers le directeur et la supplie de l'aider à sauver son nouveau petit ami. Avec autorité, la femme ordonne à notre perso principal de lâcher le Dr Go, qui la regarde en silence. Elle essaie ensuite de faire appel au jeune homme, se demandant s'il vaut la peine d'être arrêté pour quelqu'un comme ça. Les mots de son mentor font que le protagoniste regarde sa mère, qui pleure tristement. Avec un geste calme, la directrice pose une main sur l'épaule du jeune homme et lui demande de relâcher son rival. Influencé par ces mots, notre gars lâche finalement le médecin, qui retombe en arrière, vidé de ses forces. Notre perso principal serre alors sa mère dans ses bras et avertit que si le rival ose s'en prendre à elle à nouveau, il le fera disparaître. Mais le médecin se lève et accuse le protagoniste d'avoir essayé de l'éliminer devant tout le monde. Son patron le fixe alors et lui demande s'il a vraiment écrit la thèse, lui disant de ne pas la prendre pour une idiote. Fermement, la directrice met fin à la dispute et interdit à quiconque de parler de cette affaire. Elle se tourne ensuite vers le protagoniste et lui demande d'aller à son bureau et de l'attendre. Dans le bureau du mentor, elle regarde le jeune homme et sa mère et dit qu'elle ne sait pas quoi lui dire. La dame s'excuse alors auprès du patron, assumant la responsabilité d'être venue à l'hôpital pour le chercher. Mais notre gars avertit son mentor que la famille du rival est très influente à l'hôpital. Notre gars dit à son mentor de ne pas s'inquiéter, car il n'a pas peur des conséquences. À ce moment, le patron essaie de parler, mais la mère du jeune homme l'interrompt, la remerciant pour tout. La dame dit alors que ce sont des choses que son fils doit affronter seul, et que la directrice en a déjà fait assez. Soudain, la porte du bureau est ouverte violemment alors que quelqu'un crie le nom de la directrice. Tout le monde dans la pièce se tourne, surpris par l'intrusion soudaine et le bruit. Ensuite, un homme immense et intimidant entre, et nous découvrons qu'il est le père du rival et le vice-président. En colère, l'homme crie que notre perso principal a agressé son fils, et que la directrice ne voulait même pas appeler la police. Il s'approche alors du patron et lui demande si elle pense qu'elle est propriétaire de l'hôpital. La directrice défend notre perso principal, disant que le rival était également en tort, et demande que notre gars ne soit pas puni. Mais le vice-président ne veut pas entendre d'excuses, et dit qu'un plagiaire violent ne peut pas être médecin. En entendant cela, la directrice reste sans voix, l'air très inquiète de la situation du protagoniste. L'homme continue sa conférence, pointant notre perso principal, et disant qu'il n'est même pas digne d'être appelé humain. Perdant complètement les pédales, le père du rival crie à la sécurité de sortir le protagoniste de là tout de suite. À ce moment, notre perso principal se place devant la directrice et lui dit de s'écarter et de lui laisser faire. Avec un sourire confiant, notre gars demande à son patron de lui faire confiance, car il peut gérer tout cela tout seul. La directrice est surprise par son attitude et le regarde, ne comprenant pas ce qu'il est sur le point de faire. Voyant les gardes de sécurité approcher, notre gars les met au défi, leur disant de venir tous en même temps. Soudain, une voiture de luxe s'arrête devant l'hôpital, et plusieurs hommes en sortent. Le véhicule s'arrête en crissant devant l'hôpital. Un homme élégamment vêtu, avec des chaussures bien cirées, sort de la voiture, visiblement quelqu'un d'important. Cet homme est présenté comme Zhao Yeon, le garde personnel du puissant roi dragon. Juste à l'entrée, une infirmière le reconnaît et propose d'appeler immédiatement le directeur adjoint. Cependant, il ignore alors qu'elle passe l'appel au directeur adjoint. De retour au bureau, nous voyons que tous les gardes de sécurité ont été facilement vaincus par le protagoniste. RMC se tourne ensuite vers sa mère et lui dit que, malheureusement, il ne pourra plus rester à l'hôpital. Le jeune homme s'approche alors de sa mère et lui dit qu'ils devraient rentrer ensemble à la maison. À ce moment précis, la porte du bureau s'ouvre, révélant l'arrivée de quelqu'un d'inattendu. L'homme qui vient d'arriver fixe notre MC, qui se demande qui il pourrait être. Le nouveau venu s'adresse au protagoniste et lui demande s'ils peuvent parler un instant. Notre gars explique que malheureusement, il ne peut pas, car il a été renvoyé et ramène sa mère à la maison. Le garde du corps reste silencieux pendant une seconde, semblant analyser la situation. Bientôt, des questions se posent sur qui est cette personne au regard si perçant. Le directeur adjoint arrive finalement et s'excuse auprès du visiteur, blâmant le protagoniste pour le désordre. Le garde du corps ignore le directeur adjoint et demande froidement si son fils est décédé. En colère, le père du rival crie que son fils n'est pas décédé et que ce n'est pas grave. L'homme en costume se tourne alors vers notre MC et dit qu'il est la surordre du roi dragon. En entendant cela, le protagoniste est choqué,
et le père du rival n'en croit pas ses oreilles. Le vice-président réalise que notre MC connaît le roi dragon et est stupéfait. Notre MC et le garde du corps sont maintenant dans la voiture en route pour rencontrer le mystérieux patron. Dans le véhicule, notre gars appelle sa mère et la rassure, disant qu'il sera bientôt à la maison. Le médecin pense alors qu'ils n'ont pas l'air de bonnes personnes et demande ce que veut le roi dragon. Le garde du corps le gronde, lui disant de surveiller son ton quand il parle du roi. Une goutte de sueur coulant, le protagoniste trouve toute cette histoire très mystérieuse et demande qui est le roi dragon. Agacé, l'homme crie sur notre gars, disant que tout le monde dans la ville connaît son patron. Il explique ensuite que le nom de son patron est Long Qianqi, le roi du monde souterrain de Jiangsu. Le protagoniste se souvient de l'homme d'hier et réalise qu'il était le soi-disant roi dragon. Le chauffeur confirme qu'il est son garde du corps personnel, et notre gars est surpris par cela. À ce moment, la voiture de luxe monte une route au milieu d'une montagne. Quand ils arrivent au manoir, plusieurs hommes en costume s'inclinent, le garde du corps, et le saluent. L'homme se tourne alors vers le médecin et demande à notre MC de le suivre à l'intérieur. Un peu nerveux, le protagoniste accepte et se prépare à ce qui va arriver. Les deux commencent alors à monter les escaliers vers le lieu de la réunion. À l'extérieur, ils aperçoivent un homme âgé pratiquant la calligraphie dans un magnifique jardin. Le garde du corps dit que le patron n'aime pas être dérangé et demande à notre MC d'attendre. Le protagoniste observe silencieusement le patron du monde souterrain pratiquer sa calligraphie avec une concentration intense. Avec un œil vif, notre gars analyse l'art en cours de création sur le papier. Le poème parle d'un héros qui, bien que victorieux et tenant le monde dans son cœur, a vieilli et sa vie a été gâchée. Soudain, le protagoniste murmure le mot pitié, attirant l'attention de l'homme âgé. Au commentaire, le patron du monde souterrain claque son pinceau sur le papier, l'air irrité. Le puissant patron se tourne vers notre MC avec une aura terrifiante et un regard intimidant. Désespéré, le garde du corps force la tête de notre gars vers le bas et exige qu'il s'excuse. Son employé, l'homme âgé, demande à notre MC ce qu'il voulait dire par là. Notre gars explique alors que le poème parle d'un général qui n'a pas été apprécié de son vivant. Il continue en disant que le patron est fort et que la calligraphie lourde ne correspond pas au poème. Notre gars compare la sensation à celle d'un vieux général courageux qui est maintenant à la fin de sa vie. Voyant le regard terrifiant du patron, le protagoniste a peur, pensant qu'il en a trop dit. Mais à la surprise générale, l'homme puissant éclate de rire. Il complimente ensuite notre gars, disant qu'il a un bon œil pour les gens, ce qui le surprend. Le patron devient alors sérieux et révèle qu'il a appelé notre jeune homme ici, car il a désespérément besoin de son aide. Avec une expression sombre, il révèle que son temps est compté et demande au médecin de le guérir. Notre protagoniste est stupéfait par la requête du vieux dragon. Le vieil homme dit que pendant 9 ans, pas un seul médecin n'a pu le diagnostiquer, mais notre jeune homme l'a fait du premier coup. Alors, notre gars devient tout nerveux, disant qu'il n'est qu'un stagiaire et qu'il n'est pas sûr de pouvoir réellement le guérir. Mais le grand patron dit qu'il lui fait confiance, et si cela ne fonctionne pas, cela signifie simplement que son heure est venue, et il ne lui en tiendra pas rigueur. En entendant cela, le MC est ému par la confiance que le vieil homme lui accorde. Il ferme les yeux un instant et prend une grande décision. Avec cela, notre jeune homme accepte d'aider et commence à vérifier le pouls du vieil homme. Cependant, en sentant le pouls du grand patron, il est déconcerté par ce qu'il découvre. Il remarque que le bras de l'homme est froid comme de la glace, comme gelé, alors il demande l'autre bras. Dès qu'il touche l'autre main, il ressent une chaleur intense, comme si elle était en feu. Le roi dragon demande alors anxieusement si le garçon a trouvé quelque chose. Avec un regard sérieux, le protagoniste révèle qu'il est très malade et qu'il lui reste au plus 7 jours. À cela, le garde du corps entre dans une rage folle, menaçant notre jeune homme pour avoir dit quelque chose d'aussi absurde sur son patron. Le roi dragon crie à son employé de fermer sa bouche et demande ce qui cause la maladie. Notre protagoniste joint alors ses mains et révèle sa conclusion finale, déclarant qu'il a été empoisonné. Notre gars pose des questions sur les symptômes, et le grand patron explique qu'après un certain temps, il a ressenti des énergies de glace et de feu s'affronter à l'intérieur de son corps. Notre garçon explique alors que ce n'est pas un poison courant, mais une puissante sorcellerie faite à partir de 5 animaux venimeux, qui se cachent dans le sang. Le grand patron confirme que le diagnostic est correct, disant qu'aucun hôpital n'a pu détecter le poison lorsqu'il a été examiné. Notre jeune homme continue à décrire les symptômes, disant qu'il y a d'abord eu la douleur abdominale et une sensation de froid qui a duré 3 longues années. Il explique ensuite que maintenant les symptômes se sont inversés, et le corps du grand patron est devenu extrêmement sensible à la chaleur, comme s'il était en flammes. Le patron est choqué et confirme que tout ce que notre jeune homme a dit est parfaitement correct. Notre protagoniste dit qu'il est sûr à 100%, et révèle que le poison est le serpent Guyin Yang. À cela, le garde du corps s'excite et demande si, maintenant qu'ils savent ce que c'est, il peut guérir son patron. Notre protagoniste devient pensif pendant un instant, semblant analyser la situation avec attention. Il se souvient alors d'une technique miraculeuse qu'il a apprise, appelée l'ouverture de l'œil céleste. Il est expliqué que cette technique fait référence à un œil caché situé juste au centre du front d'une personne. Avec cet œil ouvert,
On peut voir des choses invisibles comme des fantômes et des démons et même prédire l'avenir. Cependant, les connaissances anciennes révèlent que tout le monde ne peut pas éveiller cet œil puissant. Grâce à cette capacité, il pourrait trouver le poison dans son sang, mais il n'a pas encore eu le temps de s'entraîner à cette technique. Le patron demande alors s'il a trouvé un moyen de le guérir, et notre garçon répond en demandant s'il a déjà entendu parler de l'œil céleste. Le patron dit qu'il a entendu parler de cette technique, mais qu'il sait que seuls les moines et les maîtres peuvent la maîtriser, alors il demande ce que cela a à voir avec son poison. Notre gars confirme que c'est la clé de la guérison, et avec l'œil céleste, il pourrait localiser et éliminer le poison. Avec une expression grave, le puissant patron dit que ce n'est pas une technique ordinaire, et qu'il pense que seulement 3 personnes au monde peuvent l'utiliser. Il commence alors à énumérer les maîtres, mentionnant le chef de la montagne Wudang et aussi le grand maître de la montagne Langyu. Dans leur monde, ces individus sont de grands sages. Et enfin, il mentionne la 3e personne, le Bouddha vivant du palais céleste au Tibet, un jeune moine qui médite au milieu d'une lumière divine. Un peu plus tard, il descend d'une route en voiture. La voiture roule à toute vitesse. À l'intérieur du véhicule, le protagoniste se demande qui aurait le courage de maudire le roi dragon. Puis, en remontant 1 heure en arrière, nous voyons une étrange marque violette sur le dos du vieil homme. Notre jeune homme avertit le grand patron que le traitement pourrait être un peu douloureux, mais l'homme dit qu'il peut supporter la douleur. Une goutte de sueur sur son visage, notre MC prend une profonde inspiration. Il prend alors une aiguille d'acupuncture. Le garçon commence à appliquer les aiguilles sur des points de pression spécifiques du corps du vieil homme. Ses yeux s'écarquillent, totalement concentrés sur la tâche à accomplir. Une vision d'énergie montre les méridiens du grand patron activés par la technique. S'asseyant, il applique la 9e et dernière aiguille pour terminer. Une fois que tout est terminé, le garde du corps soutient son patron, tandis que notre jeune homme dit qu'il a terminé. L'employé est choqué, commentant que les méridiens qui se tortillaient comme des vers ont disparu. En regardant le dos du vieil homme, vous pouvez voir que la marque violette de la malédiction a disparu. Le MC dit que le traitement lui accorde 1 mois, mais qu'ils doivent trouver quelqu'un avec l'œil céleste. Le garde du corps dit qu'il va trouver le Bouddha vivant, et le grand patron remercie notre garçon pour son aide. Nous revenons à un paysage paisible de montagne avec de nombreux arbres en arrière-plan. Notre MC souligne qu'ils doivent se dépêcher car dans 1 mois, il n'y aura plus d'espoir. Avec un regard sérieux, le garde acquiesce et dit qu'il s'en chargera aussi vite que possible. Maintenant à l'intérieur de la voiture, notre jeune homme demande ce qu'est cette liste de tigres dont ils ont parlé. Pour expliquer, le garde du corps demande si le garçon connaît la liste des milliardaires de Forbes. Notre MC confirme qu'il sait que c'est une liste des personnes les plus riches du monde. Sur ce, l'employé révèle que tout comme cette liste, il existe les listes du dragon et du tigre. Il poursuit, expliquant que la différence est qu'elle classe les plus grands maîtres d'arts martiaux. La liste des tigres est mise à jour tous les 5 ans lors d'une grande compétition d'arts martiaux. Seuls les 30 premiers figurent sur la liste, et avant qu'il ne tombe malade, le grand patron était classé 12e. Notre jeune homme est impressionné par cette information, et s'enquiert immédiatement de la liste des dragons. La liste des dragons est mise à jour tous les 10 ans, et les maîtres se réunissent pour se défier les uns les autres. Il révèle ensuite que les chefs des montagnes de Wudang et de Langyu sont classés 2e et 3e sur la liste. En 4e position se trouve l'abbé du temple de Tianlong, et en 5e, une femme puissante de la famille Muron. En haut de la liste se trouve un homme nommé Xiao Jiu, qui commande une armée de 1 million de soldats et est considéré comme un dieu de la guerre. Il y a 10 ans, les maîtres l'ont défié, mais n'ont même pas pu supporter 3 de ses coups, et il n'a que 35 ans. Notre MC est choqué par son âge, et l'employé dit qu'il a fait la liste à seulement 25 ans, ce qui est incroyable. Il mentionne ensuite qu'il y a des rumeurs selon lesquelles la force de ce maître approche du niveau d'un dieu, et qu'il pourrait entrer dans la liste des dieux. Notre jeune homme est confus par cela et se demande ce que pourrait être cette nouvelle liste. L'homme dit qu'il n'en sait pas grand-chose, seulement qu'elle est mise à jour tous les 30 ans avec les plus grands experts du monde. Il admet ensuite qu'avec son niveau de puissance, il ne sait même pas où les maîtres de la liste des dragons s'affrontent. Notre protagoniste est très curieux et dit qu'il adorerait voir les experts de la liste des dieux en action. Mais il se rétracte rapidement, disant qu'il plaisantait et qu'il n'oserait jamais rivaliser avec des personnes aussi puissantes. La voiture de luxe s'arrête enfin, et le garde du corps annonce qu'ils sont arrivés à l'hôpital. Notre jeune homme hoche la tête et dit à l'homme de le contacter s'ils ont des problèmes avec le patron. Maintenant à l'intérieur du bâtiment, notre MC descend le couloir. Arrivant à l'une des chambres, il ouvre la porte et dit à Sirling qu'il est là. Mais dès qu'il regarde à l'intérieur de la pièce, son expression change. À l'intérieur, une belle femme aux cheveux violets est assise sur le lit, ses vêtements un peu lâches. La femme se tourne vers lui et dit qu'il est enfin là, qu'elle commençait à s'inquiéter. Le visage rougissant, notre garçon se couvre les yeux et souligne son état vestimentaire. Ne comprenant toujours pas, la femme aux cheveux violets le regarde simplement, complètement confuse par la situation. Avec un visage mignon, la femme dit qu'elle a oublié de s'habiller correctement, le laissant sans voix. Notre protagoniste s'approche pour l'aider. Tout en arrangeant ses vêtements, notre MC lui conseille de demander l'aide d'une infirmière la prochaine fois.
Mais la femme place l'un de ses doigts sur les lèvres de notre jeune homme, lui disant de se taire. Elle se penche ensuite et dit qu'aucune infirmière n'est aussi douce que notre protagoniste. La femme le rapproche ensuite et demande à notre jeune homme de la laisser être sa petite amie. Pris au dépourvu par la proposition, notre MC devient complètement rouge. Sur ce, la femme le pousse sur le lit et demande pourquoi il ne répond pas, laissant le jeune homme acculé. Elle promet ensuite de faire de lui l'homme le plus heureux du monde, et il pense qu'il ne peut pas refuser. Le visage toujours rouge, notre jeune homme accepte enfin sa proposition. Mais la femme aux cheveux violets commence à retenir un rire face à la réaction de notre garçon. La femme éclate de rire et dit qu'il est si facile à tromper. Notre jeune homme réalise qu'il s'est fait avoir. Elle lui demande de prendre une nouvelle chemise car les boutons de la sienne ont sauté. Alors qu'il l'aide à s'habiller, la femme commente qu'il n'a pas été assez décisif avec Go Xiaokong. Notre gars est surpris, et elle dit que tout le monde à l'hôpital sait ce qui s'est passé. La femme l'avertit ensuite qu'un moment de pitié pourrait lui coûter la vie la prochaine fois. Notre protagoniste reste silencieux, réfléchissant aux paroles de la femme. Nous voyons un plan plus large de la chambre d'hôpital. Sur le brancard se trouve le rival de notre protagoniste, complètement enveloppé de bandages. L'ex-petite amie du protagoniste dit qu'elle est heureuse qu'il soit enfin réveillé. Elle explique ensuite que l'opération a été un succès et qu'il se rétablira bientôt complètement. Mais le gars se réveille absolument furieux et commence à lui crier de sortir de la pièce. Le médecin est choqué par sa réaction, et l'homme répète son cri pour qu'elle parte. Cependant, alors qu'elle s'en va en larmes, le personnage secondaire lui dit d'attendre. Avec un regard haineux, il la blâme, disant que si ce n'était pas pour elle, rien de tout cela ne serait arrivé. Il se débat avec une rage terrible. Le type jure de se venger de notre protagoniste et de détruire toute sa famille. Le protagoniste rentre chez lui. Notre protagoniste dit à sa mère qu'il est enfin de retour. Sa mère court alors vers lui et le bombarde de questions sur ce qui s'est passé. Avec un sourire, notre garçon la rassure, disant que tout va bien pour le moment. Alors, la femme le serre dans ses bras, beaucoup plus soulagée de savoir qu'il est en sécurité. Elle se souvient alors qu'un certain Jiao lui a envoyé quelque chose, surprenant notre jeune homme. Sa mère lui montre alors une boîte et explique que c'est un cadeau du roi dragon lui-même. Il ouvre la cuisine et trouve à l'intérieur un ginseng sauvage centenaire. Ce type de ginseng est extrêmement rare et sa valeur est tout simplement incalculable sur le marché. Il réalise la valeur de l'objet et pense que ce sera formidable pour les artistes martiaux. Il se souvient alors du roi dragon et réalise que le vieil homme savait exactement ce dont il avait besoin. Avec le ginseng à la main, notre garçon pense qu'il peut maintenant devenir quelqu'un de plus puissant. Il serre alors fermement la racine, en pensant aux possibilités qu'elle pourrait lui apporter. Notre protagoniste dit qu'il est fatigué et qu'il va sauter le dîner pour aller directement dans sa chambre. Sans perdre une seconde, il entre dans sa chambre et ferme la porte pour ne pas être dérangé. À l'intérieur de la pièce, notre jeune homme entre dans un état méditatif et plusieurs livres apparaissent autour de lui. Ces livres sont en fait d'anciennes techniques de cultivation très puissantes pour quiconque. Il en prend alors un et lit une technique qui rend son maître invincible. Notre garçon est excité car cette technique est parfaite pour quelqu'un sans culture. Sans réfléchir, notre protagoniste mange un morceau de ginseng pour commencer le processus. Il s'assoit alors pour méditer et un livre flotte au-dessus de sa tête, prêt à commencer. Les yeux fermés, il commence à inhaler toute l'énergie innée de cet endroit. L'énergie circulant, il se concentre sur l'ouverture de ses méridiens très calmement. Soudain, notre protagoniste ouvre les yeux avec un regard de surprise sur son visage. Il sent l'énergie naturelle dans son corps et trouve la sensation très rafraîchissante et agréable. Avec un sourire, notre garçon décide d'absorber et de ressentir ce nouveau pouvoir avec calme et paix. Le soleil se lève après que le protagoniste se soit entraîné toute la nuit. Toujours en train de méditer, il est visiblement perceptible dans son apparence qu'il a changé. Son physique est clairement différent. Le protagoniste expire et montre sa nouvelle forme, plus forte. Avec un claquement de doigts, une énergie bleuâtre se manifeste autour de sa main. Notre protagoniste dit alors qu'avec ceux qu'il a maîtrisés, il commencera par ceux qui l'ont intimidé. Avec un regard confiant, il jure de faire admirer à tous ceux qui le rabaissent. Nous voyons un panneau qui indique l'aile VIP. Peu de temps après, une porte d'ascenseur s'ouvre pour révéler notre protagoniste. Dès qu'il sort, une femme médecin le trouve, l'air assez irrité de l'avoir enfin retrouvé. Notre garçon demande ce qu'elle veut, car il n'y a plus rien entre eux. La femme lui conseille alors d'aller demander pardon à un certain Shokong, le rendant sérieux. Elle le menace, disant qu'il pourrait même perdre son emploi à l'hôpital. Ignorant la menace, il demande si c'est tout, et la femme est furieuse de son calme. Notre protagoniste comprend qu'elle a peur de se faire larguer, lui dit de se perdre avec son petit ami. Le médecin reste complètement sans voix et hurle de colère alors qu'il s'éloigne simplement. Notre jeune homme ignore alors tout cela et pense qu'il doit tout de suite apporter le petit déjeuner à Linji. Il se dirige ensuite vers l'aile des soins spéciaux de l'hôpital pour livrer la nourriture. Arrivé là, il s'excuse pour le retard et propose les options de petit déjeuner à la fille. Assise sur le lit, la femme aux cheveux violets demande si notre jeune homme ne va pas la nourrir. Elle se rapproche de lui et lui rappelle qu'ils ont un contrat, ce qui met notre garçon mal à l'aise.
Sans autre choix, notre protagoniste prend une boulette et l'amène à la bouche de la femme, lui demandant de manger lentement. Elle ouvre alors la bouche pour manger, mais la nourriture semble être très chaude à cause de la vapeur. À ce moment-là, la jeune fille se plaint de la température et notre jeune homme s'inquiète, lui demandant si elle va bien. Elle se penche alors et dit qu'il aurait dû souffler sur la nourriture pour elle, faisant rougir le garçon. À ce moment, le directeur apparaît à la porte et tousse pour attirer leur attention. Notre protagoniste est surpris et dit à la femme que le directeur B est arrivé. Avec une expression sérieuse, la directrice aux cheveux bleus se tient simplement à la porte. La jeune fille salue alors la nouvelle venue, qui commente que sa blessure ne semble pas si grave. Avec un sourire sarcastique, la femme aux cheveux violets dit au directeur de partir si elle en a assez vu. Le jeune homme essaie de dire au revoir pour se sortir de la situation, mais se retrouve pris au milieu d'une tension majeure. Soudain, les deux femmes crient pour qu'ils ne partent pas. Lingy demande alors ce que veut la directrice, et elle répond qu'elle est venue voir notre garçon. La directrice fait alors signe à notre jeune homme de l'accompagner, et il accepte instantanément. La femme sur le lit essaie de l'arrêter, disant qu'il est de service et qu'il ne peut pas partir. Mais la directrice rétorque qu'il n'est pas un professionnel et lui dit de trouver un autre serviteur. La femme sur le lit la remercie pour le rappel et dit qu'elle est satisfaite du service de notre garçon. Elle se rapproche alors et déclare qu'elle aimerait même qu'il soit son petit ami, le rendant nerveux. Notre protagoniste reste complètement sans voix. En colère, la directrice aux cheveux bleus ouvre la porte pour sortir de là le plus vite possible. Elle crie alors à notre jeune homme de sortir de cette pièce s'il veut toujours travailler à l'hôpital. Ils sont surpris par sa réaction. Il la suit alors, et ils arrivent sur un balcon avec une vue incroyable sur la ville. À ce moment, la directrice l'interroge sur sa relation avec la jeune fille aux cheveux violets. Gêné, notre protagoniste dit que c'est juste un malentendu, et que leur relation est strictement patient et soignant. Mais la femme aux cheveux bleus s'énerve et demande quel genre de patient est allongé sur son soignant. Le jeune homme réalise alors que la directrice semble être très en colère face à toute la situation. Avec un regard sérieux, elle l'avertit que la jeune fille n'est pas celle qu'elle prétend être et lui dit de rester loin d'elle. Notre garçon explique alors maladroitement que la femme est sa seule cliente pour le moment. La femme révèle alors que cette jeune fille a pris la vie de quelqu'un, et c'était son propre fiancé. Notre protagoniste est complètement choqué et sans voix face à cette révélation. Elle poursuit en disant que l'affaire a été étouffée faute de preuves, et que la fille a seulement été expulsée de sa famille. La directrice dit que derrière sa beauté se cache le cœur venimeux d'un serpent qui a trompé beaucoup d'hommes. Confus, notre MC demande comment la directrice connaît autant de détails sur la fille. Avec une expression sérieuse, la femme commence à expliquer sa relation avec la mystérieuse fille. Mais elle change de sujet et promet de l'aider à retrouver son poste de médecin s'il reste à l'écart de la femme. Avec un sourire, notre jeune homme accepte et dit au revoir à la directrice B. Mais elle l'arrête et lui demande de l'appeler sœur à partir de maintenant. Notre garçon devient complètement rouge et confus à la demande. À ce moment, le téléphone portable dans sa poche arrière se met soudainement à sonner. À l'autre bout du fil, une voix le menace et lui dit d'aller dans un bâtiment abandonné. Notre MC est complètement choqué et se met à transpirer froidement. La scène se coupe ensuite sur le bâtiment abandonné, qui semble être en construction. À l'intérieur, un groupe de voyous avec des battes latents. Ensuite, nous voyons le jeune maître Go, tout bandé, et un homme de main demande s'ils ont vraiment besoin d'autant d'hommes. Avec un regard vengeur, le jeune maître dit qu'il ne sera pas tendre avec lui. Ensuite, nous voyons qu'ils ont la mère du protagoniste en otage. L'homme de main s'approche ensuite de la femme et demande s'il peut la voir après. Le jeune maître Go semble confus et demande ce qu'il veut avec l'otage. L'homme dit alors qu'il a un faible pour les femmes plus mûres. La femme ligotée a l'air effrayée et demande qui ils sont et ce qu'ils veulent. Avec un sourire moqueur, le jeune maître Go demande si elle ne le reconnaît pas. La dame essaie alors de se libérer et crie que ce qu'ils font est un crime. L'homme de main la gifle alors en plein visage et lui dit de se taire une fois pour toutes. Il dit qu'il n'a peur de personne dans cette ville. Le jeune maître dit alors que c'est notre MC qui lui a fait ça et qu'il va se venger. La mère de notre MC les regarde alors avec un regard de mépris. Elle mord l'homme de main, mais l'homme la frappe, la faisant tomber au sol. À ce moment, notre protagoniste arrive et crie le nom du jeune maître Go. Les yeux brillants de rage, notre garçon demande où est sa mère. Avec un sourire moqueur, le jeune maître Go dit que l'invité d'honneur est enfin arrivé. Le méchant pointe alors la femme sur le sol et le nargue, ne sachant pas si elle est encore en vie. Notre jeune homme voit alors sa mère au sol, toute battue, et devient désespéré. Les larmes aux yeux, la dame supplie son fils de s'enfuir car il y a trop d'ennemis. Mais le garçon ignore sa supplication et explose de rage, criant qu'il va tous les finir. Depuis son fauteuil roulant, le jeune maître ordonne alors à ses hommes de main de l'arrêter. Avec un regard furieux, notre protagoniste se prépare au combat. Sans perdre une seconde, il se jette sur le premier homme de main devant lui. En un clin d'œil, notre garçon est déjà devant l'homme, prêt à frapper. Et avec un seul coup au visage de l'ennemi, le premier est facilement vaincu. Avec les hommes de main au sol, le jeune maître crie avec colère aux autres de l'attraper tout de suite. Surpris par la force de notre protagoniste, les autres voyous se préparent à attaquer.
Alors les 3 hommes de main restants chargent notre garçon ensemble avec leurs battes. Mais avec une vitesse incroyable, notre MC esquive toutes leurs attaques avec facilité. Ignorant les figurants, il apparaît devant le jeune maître pour l'attaque finale. Avec un coup de poing dévastateur, notre jeune homme assène un coup direct au visage du méchant avec toute sa rage. Le jeune maître Go est stupéfait par sa vitesse et sa force. Notre protagoniste le fixe alors avec un regard froid. Dans son esprit, il commence alors à se rappeler comment il a vaincu chacun des hommes de main. Avec un coup de pied puissant, il a frappé l'un des hommes au visage sans une once de pitié. L'autre voyou n'a même pas eu la chance de réagir au coup rapide de notre garçon. En un clin d'œil, tous les ennemis étaient déjà à terre et vaincus sur le sol. Le dernier homme de main restant est complètement terrifié par la scène dont il vient d'être témoin. Notre MC se prépare alors à achever le dernier ennemi restant. L'homme le regarde avec terreur, l'appelant un démon tandis que notre jeune homme prend une profonde inspiration. Notre protagoniste le regarde alors avec un regard froid et dit « Maintenant, c'est ton tour ». Choqué, l'homme de main sort un couteau et crie que c'est une humiliation d'être vaincu comme ça. Le visage plein de rage, l'homme crie que c'est une honte pour lui et ses hommes. Le gars essaie alors d'attaquer l'estomac du protagoniste avec le couteau. Voyant cela, sa mère crie son nom avec désespoir. Le jeune maître regarde juste avec un sourire moqueur, sans s'en soucier du tout. L'homme de main porte le coup à l'estomac du protagoniste. Cependant, la peau du protagoniste est comme des écailles de dragon brisant la lame. Choqué, l'homme se demande s'il est même humain, car seuls les experts légendaires possèdent une telle force. Notre protagoniste le regarde alors avec un regard sombre, et le gars est terrifié. Réalisant l'énorme différence de puissance, le voyou décide qu'il vaut mieux courir. Mais avant qu'il ne puisse bouger, notre jeune homme attrape sa chemise, empêchant sa fuite. Une forte énergie traverse le corps de l'homme, lui brisant l'épaule. Criant de douleur, l'homme de main tombe à genoux, incapable de bouger correctement. Complètement vaincu, l'homme commence à implorer pour sa vie. Sur son visage, on voit un pur désespoir alors qu'il supplie de ne pas être achevé ici. Notre MC le soulève alors et dit qu'il aurait dû savoir que ce jour viendrait. L'homme de main le menace alors, disant que le roi dragon ne lui pardonnera pas s'il l'élimine. Notre jeune homme semble reconnaître le nom et demande s'il connaît vraiment le roi dragon. Le gars confirme qu'il est l'un des hommes du roi dragon et implore le pardon, s'excusant. Notre jeune homme pense qu'il ne peut pas le tuer s'il appartient au roi dragon, mais c'est qu'il est dangereux. À ce moment, sa mère se réveille et le supplie de ne rien faire d'insensé. Soulagé, notre protagoniste va vers elle pour l'aider à se couvrir avec sa veste. Notre garçon s'excuse alors de l'avoir impliqué dans cette affaire, mais la dame dit que ça va. Soudain, des pas se font entendre, et 3 hommes en costume noir apparaissent sur les lieux. Les 3 hommes en costume noir s'approchent, et le chef appelle le nom de notre jeune homme. Le nouveau venu observe alors la scène et notre protagoniste le reconnaît comme Zhao Yun. Désespéré, l'homme de main supplie Monsieur Zhao de l'aider, disant que notre jeune homme veut l'achever. Avec un regard sérieux, Monsieur Zhao fait face à notre garçon et demande ce qu'il a fait ici. Le voyou pointe alors notre protagoniste du doigt et dit qu'il a vaincu tous ces hommes. Surpris par la scène, Monsieur Zhou demande si notre jeune homme a fait tout cela tout seul. Le type avoue alors que c'est le jeune maître Go qui les a amenés ici pour lui donner une leçon. Avec un regard irrité, Monsieur Zhou crie sur les hommes de main et leur dit de se taire. Il pose ensuite des questions sur le jeune maître Gu. Monsieur Jiao dit alors que notre jeune homme est un invité du roi dragon et demande si l'homme de main le défie. L'homme de main est choqué de découvrir le lien de notre jeune homme et se demande comment cela est possible. Ignorant le désespoir de l'homme, Monsieur Jiao le regarde simplement avec un air de mépris. Le voyou est tellement terrifié par la situation qu'il finit par se mouiller de peur. Monsieur Jiao se tourne alors vers notre protagoniste et lui dit d'emmener sa mère à l'hôpital, car il s'occupera de tout. Avec un sourire confiant, l'homme garantit que ces types ne montreront plus leur visage devant eux. Notre garçon accepte alors la proposition et décide de lui laisser la faire. Sur ce, notre protagoniste appelle sa mère, et les deux quittent la scène, laissant Monsieur Joa derrière. Dès qu'ils partent, l'un des subordonnés demande à Monsieur Jio ce qu'ils doivent faire des voyous. Il répond alors froidement, leur disant de faire comme d'habitude et de les faire disparaître. Ils arrivent à la salle d'urgence de l'hôpital. Maintenant dans la salle d'examen, notre jeune homme demande à sa mère si elle se sent bien, et la dame répond oui. La mère de notre protagoniste remercie ensuite le docteur B pour toute l'aide qu'elle leur a apportée. Le médecin lui tend des médicaments et lui dit de faire attention, tandis que la dame loue sa gentillesse. Embarrassé, notre protagoniste demande à sa mère d'arrêter immédiatement cette conversation. Dans ses pensées, le jeune homme s'inquiète et espère que le médecin n'a pas été offensé. Le médecin dit alors à la dame de ne pas s'inquiéter, car notre garçon sera sous ses soins. Avec un sourire, la dame est très heureuse et remercie le médecin pour toute son aide. Voyant cela, notre protagoniste réalise que le médecin a aussi un côté très doux. Il la regarde ensuite et pense qu'être son homme doit être la meilleure chose au monde. Le médecin le remarque alors qui fixe et demande ce qui ne va pas, tandis que notre jeune homme fait comme si de rien n'était. Le médecin l'informe ensuite qu'elle s'est déjà occupée des papiers pour le transférer de nouveau au service. Après la conversation, la dame dit au revoir et quitte finalement le bureau. Seul,
notre protagoniste pense qu'il ne sera plus soignant et qu'il doit en informer une connaissance. Soudain, il entend un bruit étrange provenant du couloir et est complètement choqué. Arrivé là-bas, il voit un homme en costume bloquant l'entrée d'une pièce, empêchant quiconque de passer. De l'intérieur de la pièce, notre jeune homme entend une femme crier et maudire le nom de l'Injingji. La scène montre alors une femme blonde donnant une gifle à son ami sur le visage. Avec une marque rouge sur le visage, elle semble se sentir humiliée. Notre protagoniste entre alors dans la pièce, et l'agresseur demande avec colère qui il est pour entrer par effraction. La femme blonde est surprise par l'arrivée de notre garçon, et ses gardes du corps l'entourent immédiatement. Notre protagoniste demande alors avec colère qui elle pense être pour frapper d'autres personnes. L'un des hommes de main pose une main sur son épaule et l'avertit de ne pas mettre son nez là où il ne faut pas. Sans réfléchir, notre jeune homme retire la main de l'homme de main de son épaule. D'un geste rapide, il jette l'homme en costume au sol. À cela, les deux autres gardes du corps l'entourent. L'homme en costume essaie alors de frapper notre protagoniste au visage pour se venger. Mais notre garçon bloque facilement le coup de poing et utilise une énergie bleue contre l'extra. En un instant, tous les hommes de main sont au sol tandis que le jeune homme se plaint que sa main lui fait mal. Voyant ces hommes par terre, la femme se met en colère et reporte son attention sur la jeune fille sur le lit. Elle accuse alors la femme d'être responsable du décès de son frère et de séduire d'autres hommes. L'agresseur lève la main pour gifler de nouveau Lynn, qui tressaille de peur. Cependant, le protagoniste bloque la gifle. Il se positionne devant elle pour la protéger. La blonde demande alors avec qui la jeune fille s'est impliquée cette fois et avertit le jeune homme de ne pas s'en mêler. La connaissance de notre protagoniste lui dit de ne pas s'impliquer car cela ne se terminera pas bien pour lui. Mais il répond qu'il n'y a pas à s'inquiéter car il se souvient qu'elle l'a défendu dans le passé. Notre garçon dit qu'il lui fait confiance car la femme l'a aidé sans se soucier de qui étaient les autres. Les yeux grands ouverts, la jeune fille reste sans voix et ne peut que murmurer son nom. Elle esquisse un léger sourire, l'air très heureuse et émue par les paroles du jeune homme. Dans ses pensées, la femme se souvient comment elle a été exploitée pendant des années sans que personne ne la soutienne. Elle se dit qu'elle avait déjà l'habitude de tout gérer seule et de résoudre ses propres problèmes. Mais aujourd'hui, les larmes aux yeux, la jeune fille réalise que quelque chose a enfin changé dans sa vie. La femme pense qu'un simple soignant qu'elle a embauché s'est levé pour la défendre sans crainte. Avec un sourire déterminé, la jeune fille semble avoir pris une décision importante. De retour dans le présent, elle touche le bras de notre protagoniste et le remercie pour toute son aide. La femme blonde se met alors en colère et demande comment un soignant ose protéger un meurtrier. Notre jeune homme répond qu'un hôpital est fait pour guérir et que ses paroles ne veulent rien dire. Ne sachant pas quoi dire, l'agresseur bafouille tandis que ses hommes de main restent au sol. Elle insulte alors la jeune fille, disant que son frère devait être aveugle pour l'épouser. La femme répond enfin, disant qu'elle l'a toujours toléré par respect pour son défunt mari, mais qu'elle ne tolérera plus les insultes. Furieuse de la réponse, la femme blonde la menace, disant qu'elle va lui fermer la bouche pour de bon. Mais avant que l'agresseur ne puisse faire quoi que ce soit, notre jeune homme lui saisit fermement le poignet. Complètement surprise, la femme balbutie et demande ce qu'il pense faire. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.